Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Polyhop. Pour cette toute première vidéo de la chaîne, j'ai choisi de vous parler une IA dédiée aux activités juridiques. Cette intelligence artificielle a été conçue pour les avocats, pour les juristes et les étudiants et les universitaires également. Alors cette IA, c'est Genial for Search, proposé par les éditions Lefebvre Dalloz, le célèbre éditeur de documentation juridique. Donc vous le connaissez tous très certainement. Je ne vais pas vous représenter déjà tout ce que peut faire Dalloz en termes de richesse documentaire. C'est une grande base de données avec des ouvrages, des arrêts, des jurisprudences, des décisions. C'est vraiment une base juridique idéale pour travailler pour une IA. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire en la mettant, enfin en la concevant et en la mettant à disposition pour aujourd'hui en faire un outil qui est très certainement un outil complémentaire pour les activités juridiques. Alors cette intelligence artificielle Genial for Search, IA-L, est-ce qu'elle est vraiment aussi géniale que Dalloz le prétend? Est-ce qu'elle peut répondre efficacement à toutes vos demandes avec précision et avec fiabilité? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans ce test. Alors tous les jours on nous propose une nouvelle IA à tester, on nous propose une nouvelle intelligence artificielle qui va révolutionner tous les métiers. Alors, si effectivement il y a des dérives et un certain scepticisme dans la communauté juridique à utiliser l'IA, je peux le comprendre, c'est pas toujours fiable, c'est pas toujours efficace, et est-ce qu'on gagne vraiment du temps? Je suis pas sûr. Donc pour les tâches quotidiennes, que ça soit améliorer une lettre, un courrier, que ça soit faire une recherche rapide, oui, c'est intéressant. Quand on veut avoir une réponse appropriée dans un domaine qui demande déjà beaucoup de compétences et surtout de bases solides, bon, c'est pas toujours le cas. Alors, c'est la première fois que je vois une IA qui est 100% dédiée à une activité, mais une activité qui demande, comme je le disais, déjà des bases solides de compréhension pour pouvoir analyser et savoir quoi faire de cette réponse. Alors, ce qu'il faut savoir sur Genial for Search, eh bien, c'est que c'est une IA 100% dédiée aux activités juridiques, et c'est une IA générative, c'est-à-dire qu'elle va produire une réponse à partir d'une base de données. Aussi, c'est une IA qui n'est pas conversationnelle. C'est-à-dire que c'est pas comme ChatGPT, vous n'allez pas avoir un système de questions-réponses, vous n'allez pas discuter avec Genial for Search. Vous posez votre question, vous exposez votre problématique, et vous avez une réponse. Et on va le voir dans le test, eh ben, il y a plusieurs items. Vous allez avoir soit une synthèse de la réponse, soit des questions associées, soit des points de vigilance, soit aussi une réponse sous forme de langage naturel. Et vous allez avoir aussi des cas pratiques. Voilà, ça peut être très intéressant pour certaines notions juridiques, où ça va vous exposer exactement dans quel contexte la réponse s'inscrit. Autre point intéressant qui différencie Genial for Search d'une intelligence artificielle comme ChatGPT, eh bien, c'est que tout est sourcé. C'est-à-dire que toutes les réponses qui vous sont apportées vont prendre appui sur la base documentaire de Dalloz. Donc vous allez avoir des petites icônes qui vont vous dire, quand vous allez cliquer dessus, vont vous renvoyer au texte dans lequel l'IA a puisé sa réponse. Et ça permet de vérifier très rapidement la fiabilité de la réponse. Ça, c'est vraiment très important. Un autre aspect qui n'est pas négligeable, eh bien, c'est que souvent avec ChatGPT, si vous posez une question juridique, enfin même autre, hein, vous n'allez pas forcément droit au but. Il va falloir reposer plusieurs fois la question, il va falloir reformuler, c'est pas toujours évident. Là, vous avez une intelligence artificielle qui va directement puiser dans la base documentaire et qui va vous apporter ce qu'elle sait en réponse. Alors, comme pour toutes les IA, plus la question est claire, plus elle est précise, plus vous obtenez une réponse qui correspond à ce que vous pouvez attendre. Donc, dans Genial for Search, vous allez avoir la possibilité de mettre jusqu'à 1000 caractères. Mais si votre réponse est un peu trop brouillon, si elle part sur des thèmes qui sont complètement différents, vous risquez de perdre un petit peu l'IA. Si vous restez sur un langage naturel, si vous posez votre question comme elle vous vient, ou comme vous l'auriez mis à l'écrit, eh bien, la réponse va venir tout naturellement et Genial for Search va aborder les différents items que vous avez sollicités. Autre point aussi très intéressant, c'est que Genial for Search eh bien, va chercher ses réponses dans la base documentaire qui est totalement déconnectée d'Internet. C'est-à-dire que sa seule source de réponse possible se trouve dans la base documentaire de Lefebvre Dalloz et il n'y a pas de réponse farfelue. On l'a encore vu aussi avec ChatGPT, parfois quand il ne sait pas, il va inventer la réponse. Là, c'est sourcé. Soit il sait pas, soit il y a, soit ça n'existe pas. En tout cas, votre question devra avoir forcément un lien juridique. Donc Genial for Search n'est pas accessible au grand public. Vous devez être soit abonné à Dalloz, soit souscrire à une offre dédiée pour utiliser cette IA. Donc c'est vraiment une IA qui est proposée aux avocats, aux juristes, aux étudiants, aux universitaires. Alors je tiens à préciser aussi que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. C'était simplement l'opportunité de tester une IA qui sort un peu du lot, parce que dédiée à une activité, et une activité quand même bien particulière, les activités juridiques,
Donc, moi, je suis curieux de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors pour ce test, eh bien, on va procéder de deux façons. On va poser une première question en matière de droit pénal, donc une question euh, simple, mais un peu technique quand même à la fois, pour voir un petit peu la qualité de la réponse. Puis on va poser aussi une deuxième question en droit du travail, là où il faut quand même des notions et des réponses qui soient bien structurées. Je pense qu'on va voir rapidement l'étendue des possibilités. Et aussi, on va faire un test, une comparaison avec ChatGPT, c'est-à-dire que la question en droit pénal, eh bien, on va la poser aussi à ChatGPT pour voir aussi si la réponse qui est apportée est aussi précise ou pas, surprise, hein. Et puis savoir aussi, du coup, si une IA spécifique aux activités juridiques surclasse une IA généraliste. Vous l'aurez compris, le but de ce test, eh bien, c'est de voir les capacités, les limites aussi, et puis bien la fiabilité des réponses, et voir si ça peut être aussi un allié au quotidien pour vous dans votre activité professionnelle. Donc nous voici connectés à Genial for Search. Donc vous voyez ici, vous avez l'espace pour votre prompt, donc pour poser votre question. Donc on va poser notre première question en droit pénal. Donc vous avez une limite de 1000 caractères qui est imposée, ce qui est déjà largement suffisant. Donc la première question qu'on va lui poser, c'est dans quelles conditions la tentative d'une infraction punissable peut-elle être retenue et comment la jurisprudence distingue-t-elle un commencement d'exécution d'acte préparatoire? Donc là, on est vraiment dans le droit pénal général. On va voir ce que Genial for Search va nous proposer. Donc la réponse est directement générée sur la page. Donc nous avons la condition de la tentative d'une infraction punissable. Donc vous voyez, c'est structuré selon plusieurs points. Donc vous voyez le premier titre, condition de la tentative d'une infraction punissable. Donc toute la réponse est structurée sous forme de titre. Donc la première phrase, la tentative d'une infraction est un concept juridique qui permet de sanctionner une personne qui a commencé à commettre une infraction sans parvenir à la consommer. Renvoie à l'article 121-5 du Code pénal concernant la tentative punissable. C'est structuré sous forme de paragraphe. Donc là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez des petits icônes qui vous informent de la disponibilité de la ressource qui mène à l'argumentation que vous propose Genial for Search. Donc sur le premier, vous cliquez et vous avez directement le contenu du répertoire de droit pénal et de procédure pénale. Hop, donc je ferme. Dans la suite, au second titre, vous avez la distinction entre commencement d'exécution et acte préparatoire. Donc là, pareil, même chose. Vous avez la source, toujours le répertoire de droit pénal et de procédure pénale. Ici, vous avez la liste des critères du commencement d'exécution. Donc un acte tendant directement à l'infraction, la proximité temporelle et causalité, et l'intention criminelle. Il vous propose également quelques exemples jurisprudentiels, donc concernant le vol avec arme et la tentative de tromperie. Donc pareil, chaque paragraphe, une fois de plus, donc là on a toujours le répertoire de droit pénal et une conclusion. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la possibilité, donc là on est sur l'onglet de la synthèse, c'est-à-dire que c'est la réponse complète, mais sous forme d'une synthèse que vous pouvez vous-même exploiter. Vous pouvez, par exemple, là, la télécharger sous forme de PDF ou l'imprimer. Donc là, si je télécharge, vous voyez, ça va me proposer, on l'enregistre, on va l'ouvrir, et voilà. Donc vous avez un document de travail que vous pouvez conserver et imprimer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être très intéressant de conserver la synthèse qui est générée en termes de réponse, parce que soit vous reposez la même question et vous aurez la même réponse, soit il n'y a pas de possibilité de revenir sur un historique. C'est-à-dire que c'est pas comme sur une IA généraliste comme ChatGPT, vous n'avez pas tout votre historique de conversation qui est conservé. Là, systématiquement, soit reposer la question, soit vous avez conservé la réponse sous forme de PDF, ou soit vous l'avez imprimée. Donc là, vous avez les différentes dispositions, la proposition de réponse, donc soit sous forme de synthèse, ensuite vous avez la possibilité de l'avoir sous forme de questions associées. Donc là, pareil, il génère sa réponse parce que vous avez sélectionné une autre forme de présentation de la réponse. Donc là, les questions associées, typiquement, eh bien, ça va être
soit des questions complémentaires qui peuvent vous orienter sur votre sujet, soit ça va être des ouvertures, des possibilités d'ouverture en termes de réflexion. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui caractérise un commencement d'exécution par rapport à un acte préparatoire en droit pénal? Comment la jurisprudence définit-elle le commencement d'exécution? Dans quelles circonstances la tentative d'une infraction est-elle punissable selon le code pénal? Vous voyez, on a déjà 5 questions associées qui ont été générées. Toujours la même chose. Vous voyez, ça renvoie vers les sources. Alors, bon, l'exemple n'est pas bon parce que pour le coup, il me renvoie que vers le répertoire de droit pénal et de procédure pénale. Pour d'autres textes, vous allez avoir la possibilité, pour d'autres questions, d'aller directement sur des sources totalement différentes. Vous avez une autre formulation de la réponse, donc là, sous forme de langage courant. Alors là, typiquement, c'est pour simplifier. C'est-à-dire que ça va être, par exemple, pour les non-juristes ou pour un client qui va vous demander quelque chose d'assez précis, d'assez technique en termes de droit. Vous souhaitez lui expliquer la notion sans y passer des heures ou à chercher une formulation complète. Là, vous avez la réponse à notre question. Pour qu'une tentative d'infraction soit punissable, il faut qu'il y ait un commencement d'exécution, c'est-à-dire des actes qui tendent directement et immédiatement à la réalisation de l'infraction avec l'intention de la commettre. C'est une réponse qui est assez simple et qui est compréhensible par la majorité des personnes. Vous avez le 4e item, donc les fondements juridiques. Donc là, pareil, vous allez retrouver plus spécifiquement, par exemple, de la jurisprudence, comme Genial for Search nous l'annonce. Donc là, on va avoir une jurisprudence de 1954, 1951, bon, il va nous en générer plusieurs. Alors, il nous renvoie également au cadre législatif et réglementaire, donc avec les articles 121-5 et 121-4 du Code pénal. Donc là, vous voyez, vous avez toute votre base de fondements juridiques associés à la question. Le 5e item, ça va être les cas d'usage. Donc là, typiquement, il va générer des cas pratiques et des réponses juridiques. Donc là, vous n'avez pas la main dessus, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas définir votre cas pratique pour voir la réponse juridique qui est apportée. En revanche, vous pouvez très bien prendre ce cas pratique, ici, pour le coller dans le champ de recherche de Genial for Search, et puis de voir également la réponse qui va être apportée. Vous aurez certainement quelque chose de très similaire, par exemple, donc là sur l'individu qui planifie un vol en se renseignant sur les habitudes de la victime et en se procurant des outils pour forcer une serrure, mais n'a pas encore tenté d'entrer dans la maison. Vous avez une réponse juridique. Si vous collez ce cas pratique dans le champ de recherche ici, eh bien vous aurez très certainement une réponse similaire, mais beaucoup plus complète en termes de définition de la tentative. Et là, le dernier point, ça va être le point de vigilance. Donc vous avez vu systématiquement, en fonction de la formulation qu'on a choisie, de la façon dont on souhaite la présentation de la réponse, eh bien il génère. Donc là, sur le point de vigilance, on va avoir toute une liste, bon, ça porte très bien son nom, hein, de points spécifiques à prendre en compte lorsqu'on va traiter cette thématique. Donc là, il nous demande d'apporter. Donc là, il nous demande d'être vigilant à la définition du commencement d'exécution, donc vérifier si l'acte tend directement et immédiatement à la commission d'infraction, évaluer la proximité temporelle, assurer que l'acte traduit clairement l'intention criminelle de l'auteur. On va voir la distinction entre les actes préparatoires et le commencement d'exécution, et la jurisprudence et l'appréciation judiciaire. Donc c'est quand même très complet. Bon, maintenant, je vous propose de passer à la question en droit du travail. Alors, quelle est la distinction entre une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié et un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur? Donc voici la réponse qu'il nous propose. Donc distinction entre modification du contrat de travail et changement des conditions de travail. Donc une modification du contrat de travail concerne un ou plusieurs éléments essentiels du contrat. Ces éléments essentiels ne sont pas définis par la loi, mais la jurisprudence a établi qu'ils incluent généralement la rémunération, la qualification professionnelle, la durée du travail et le lieu de travail. En ce qui concerne les changements des conditions de travail, ça va inclure les horaires de travail, le lieu de travail, et en ce qui concerne l'implication pour l'employeur et le salarié,
l'accord du salarié pour toute modification du contrat de travail, l'accord du salarié est requis. Pouvoir de direction, l'employeur peut imposer un changement des conditions de travail dans le cadre de son pouvoir de direction. Là, vous avez des pistes intéressantes, ainsi que les ressources. Donc là, on va avoir Juristourisme 2010. Donc, c'est la première ressource. Et on voit toujours la même ressource. Donc, c'est que. Donc là, vous voyez tout en bas, vous avez les références. Vous avez le Memento Comité social et économique. Donc là, on passe aux questions associées. Pour le langage courant, vous voyez, ça va générer une réponse qui est vraiment simple. La distinction entre une modification du contrat de travail et un simple changement des conditions de travail repose sur l'impact de la modification. Pour le reste, je vous laisse tester de votre côté si vous avez la possibilité. On passe à l'item les fondements juridiques. Donc là, on va être dans un premier temps sur le cadre législatif et réglementaire en ce qui concerne le Code du travail, et il nous propose différentes jurisprudences en la matière. On va passer au dernier, point de vigilance. Donc là, pareil, une fois de plus, c'est très intéressant dans le cadre d'un dossier, par exemple, c'est de reprendre cette liste par rapport à la question posée pour vérifier que le cas s'applique bien. On va passer à la dernière partie de ce test. On va comparer la réponse à la question en matière de droit pénal entre ChatGPT et Genial for Search. Alors, je vous mets à l'écran la réponse de ChatGPT et la réponse de Genial for Search côte à côte. Je fais légèrement défiler pour que vous puissiez voir ce qu'ils ont répondu. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la réponse de ChatGPT, elle présente les conditions de la tentative d'infraction punissable. Elle identifie donc le commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire. Mais globalement, le traitement reste assez général. Il n'y a pas beaucoup d'exemples pratiques. C'est plutôt bien structuré, mais la réponse va manquer de profondeur sur beaucoup d'aspects, comme l'intention criminelle. Sur la réponse de Genial for Search, je trouve qu'elle est plutôt détaillée, elle est assez rigoureuse, elle va identifier 3 conditions pour retenir la tentative punissable, donc le commencement d'exécution, l'absence de désistement volontaire et l'intention criminelle. Donc là, on est déjà beaucoup plus complet. Elle va illustrer les distinctions entre les actes préparatoires et le commencement d'exécution. Bon, globalement, la réponse est technique, elle est pédagogique, elle apporte une compréhension assez claire des concepts et de leur application pratique, avec une structure qui est bien segmentée, des illustrations qui sont très enrichies. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la réponse de ChatGPT, elle est concise, mais elle est générale. Elle va manquer d'exhaustivité et d'exemples concrets. ChatGPT, par exemple, la met une jurisprudence. Bon, j'ai vérifié, c'est la bonne. Mais en revanche, très fréquemment, dans les recherches de jurisprudence, si vous en faites avec ChatGPT, par exemple, moi, je vous invite à vérifier parce que souvent, j'ai des grosses surprises. La jurisprudence n'existait tout simplement pas. Elle était totalement inventée. Donc là, ça devient problématique puisque vous êtes obligé de faire un travail de fond derrière pour vérifier la qualité de la réponse et la source. C'est un problème que vous n'avez pas avec Genial for Search. Donc, l'intelligence artificielle de Dalloz va proposer une réponse qui est plus complète, elle est illustrée, et à mon sens, elle est adaptée pour une application pratique et pédagogique. Voilà, c'est terminé pour ce test. J'espère que ça vous a permis d'appréhender un peu mieux cet outil, de voir éventuellement ce que vous pouvez en faire. Moi, personnellement, je trouve que Genial for Search, c'est vraiment un outil assez performant. Je trouve que la qualité des réponses, et même l'outil, de manière générale, c'est quand même, une vraie aide au quotidien. Les réponses sont précises, elles sont structurées, il y a plusieurs manières de les présenter et puis elles sont sourcées, donc ça fait gagner quand même un temps précieux dans la recherche. Alors le petit bémol, c'est que quand on va aller dans les sources qui sont proposées, pour accéder à l'intégralité de la documentation, bah pareil, il faut être abonné à l'ensemble de l'écosystème Lefebvre-Dalloz. Bon, ça peut représenter quand même un certain coût. Alors ce que je sais, c'est que pour les avocats du barreau de Paris, il y a un partenariat avec Lefebvre-Dalloz qui permet actuellement d'accéder gratuitement, donc jusque fin 2025, à l'IA, Genial for Search. Donc bah, je vous invite à en profiter, rapprochez-vous de l'ordre des avocats pour voir quelles sont les modalités. Je crois qu'il y a une petite formation à suivre avant et ensuite vous accédez à l'intégralité de Genial for Search.
Pour les autres avocats d'autres barreaux, à voir s'il y a des partenariats qui ont été noués. Sinon, vous pouvez prendre directement contact avec Dalloz pour voir quelles sont les formules proposées, quel est le coût. Moi, je pense vraiment que c'est un outil complémentaire au quotidien que vous pouvez utiliser, qui est très intéressant. Si vous êtes déjà un expert de la recherche juridique, Genial for Search ne sera pas forcément indispensable. Si en quelques secondes, vous savez déjà aller à l'essentiel, trouver la bonne jurisprudence, trouver le bon texte qui correspond à la notion que vous cherchez, bon, c'est pas forcément un gain de temps pertinent. Après, pour tout le reste, je pense que c'est un appui qui est extrêmement appréciable. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette IA. Est-ce qu'elle peut devenir un outil indispensable dans votre cabinet ou dans vos études? Est-ce que c'est un vrai compagnon de route qui va vraiment vous faire gagner du temps et en précision? Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne de Polyhop pour découvrir nos prochaines vidéos. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt.